Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Nous sommes au début du 14e round. Les deux boxeurs sont épuisés, mais Johnson prend une nouvelle fois le dessus sur son adversaire. Un direct et un crochet dans la tête, et Burns tombe au sol. C'est incroyable, nous venons d'assister à quelque chose d'historique. Johnson devient le premier boxeur noir à remporter la ceinture de boxe en lourd. C'est ainsi que ce combat qui s'est déroulé le 26 décembre 1908 aurait dû être raconté, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, car la police est entrée sur le ring et a décidé d'arrêter le combat. Ce jeune noir, Jack Johnson, qui devient à ce moment-là champion du monde de boxe, va attiser jalousie, haine et racisme au plus haut point, mais c'est mal connaître la hargne du boxeur. Reste avec moi sur le ring, je suis Michael et aujourd'hui je te raconte son histoire. Jack Arthur Johnson est né le 31 mars 1878 à Galveston, dans l'État du Texas. Pour vous mettre dans le contexte de l'époque, le Texas était l'un des États qui se battait contre l'abolition de l'esclavage des Noirs aux États-Unis pendant la guerre de sécession. Même si l'esclavage des Noirs n'est plus, la liberté en revanche l'est pas du tout, et surtout au Texas. Il est enfant d'anciens esclaves Henry et Tinnie Johnson. Il est le troisième d'une fratrie de 6 enfants. Ses parents travaillaient. Son père était agent d'entretien dans une école et sa mère était blanchisseuse. Ils ont pu acheter une maison et donner une éducation à leurs 6 enfants qui savaient tous lire et écrire. Jack était un garçon très curieux. Il aimait beaucoup lire et il aimait beaucoup lire Alexandre Dumas. Et il est grand fan de Napoléon. Il dira d'ailleurs, tout comme moi, il est parti de rien. Il est arrivé au sommet. À 15 ans, il part à Dallas pour fuir l'école. Il trouve un job dans un entrepôt. Son patron lui demande s'il sait combattre. Et Jack lui répond, bien sûr. Et c'est ici que sa carrière de boxeur va commencer. Il sert aussi de sparring partner à de vieux boxeurs. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la boxe n'était pas du tout autorisée dans tous les États. Il y avait souvent des combats illégaux. Et à cette époque, le champion n'est d'autre que John Sullivan, le costaud de Boston. Il prétendait battre n'importe quel enfant de salaud au monde, à condition qu'il soit blanc. Je ne me battrai pas contre un noir. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Pour les États-Unis et la suprématie des blancs, le champion du monde des poids lourds ne doit pas être noir. Les noirs pouvaient être champions dans toutes les catégories, sauf la plus prestigieuse, les lourds. Jack Johnson a un style de boxe très révolutionnaire. Il est souple, détendu et très défensif. Et il attendait que son adversaire commette la moindre erreur pour l'envoyer au tapis. Alors qu'un combattant blanc reflète le même style, les journalistes l'adulent. Alors que pour Jack, c'était l'inverse. Il était insulté de paresseux et de lâche, un trait commun avec tous les noirs. Le blanc était le meilleur, le noir était nul. Mais le caractère de Jack est au-dessus de ça. Lui continue à matraquer tous les gens qui osent monter sur le ring avec lui. En 1902, il avait déjà gagné 27 combats officiels contre des blancs et des noirs, et ça lui permet de bien gagner sa vie. Il pouvait gagner alors jusqu'à $1000 par combat, et Johnson a un objectif clair, la ceinture inaccessible pour un noir. James Jeffrey est l'actuel champion des lourds, et lui aussi est discriminatif, comme son prédécesseur Sullivan. Alors qu'il a combattu des noirs pour atteindre ce sommet, il a dit « Quand il n'y aura plus de blancs, pour combattre, je raccrocherai les gants » et qu'il ne donnerait pas la chance à un noir de remporter cette ceinture. On s'aperçoit qu'à cette époque, le racisme était très présent et très dur. Après avoir battu tous les blancs de la catégorie, Jeffrey prend sa retraite, et bien sûr sans donner la chance à Johnson. Et c'est Jeffrey qui va nommer les deux challengers pour connaître le futur champion. Et à la surprise générale, il choisit deux blancs, Hart et Roots. Marvin Hart s'impose et perd son titre 2 ans plus tard face à Noah Brusso, qui se fait appeler Tommy Burns, un jeune Canadien.
Et lui non plus ne laissera pas sa chance à Johnson. Jack, lui, continue de se battre et il pouvait gagner jusqu'à 3000 $ qu'il dépensait dans les voitures de sport et le péché absolu, les prostituées. Très médiatisé, sa vie défrise constamment la chronique et il s'affichait avec des femmes blanches en public qui n'étaient pas du tout du goût de l'Amérique à cette époque. Mais il disait qu'il avait le droit de choisir sa compagne et qu'il n'était pas un esclave. Et il avait raison. Il bat tout le monde, même un ancien champion du monde poids lourd. Lui et son manager ont chassé Burns dans le monde entier pour le convaincre de combattre. Mais Burns accepte uniquement si à la clé il y a une grosse somme, et son prix est de 30 000 $. Et pour lui, personne ne mettra cette somme. Mais un Australien du nom de Hugh McIntosh réunit les fonds et organise le combat en Australie. Johnson a enfin sa chance. Même si lui gagnera que 5 000 $, mais ça lui importe peu. L'objectif de sa vie pouvait être atteint. Enfin, s'il gagne. Le combat se déroule le 26 décembre 1908 à Sydney en Australie, le lendemain de Noël. Je vais battre ce négro, aussi vrai que je m'appelle Tommy Burns. Bon, le comble, c'est que c'est pas vraiment son nom. Hein. Et les journalistes aussi en mettent une couche. La beauté blanche contre la laideur noire. Le Stadium, qui était archi comble, comptait qu'un seul noir, Johnson. Le combat est prévu en 20 reprises de 3 minutes. Et dès les premiers rounds, Burns va goûter le tapis. Il va résister jusqu'au 14e round, mais il ne tiendra même plus debout. Et c'est à ce combat que la police est intervenue pour arrêter le match. Ou peut-être pour sauver la peau du nouveau champion. Ils ont tout coupé, les caméras qui étaient là. Il fallait surtout pas voir un noir dérouiller un blanc. Comment les nations se sentiraient voir un sous-être gagner face à l'être absolu. En gros, ce moment historique n'a pas pu être filmé jusqu'au bout. Et ça, c'est dégueulasse. À 30 ans, et après avoir réalisé de nombreux combats, Johnson est enfin champion du monde poids lourd de boxe. Et les Blancs, pour se cacher de cette défaite, commencent à dire « Mais Burns, c'était pas le véritable champion. Le vrai champion, c'est Jeffreys. » En mars 1909, Jack rentre enfin aux États-Unis, accoudé à une femme blanche. Et là, c'est le drame. Tout ce qui avait été préparé dans sa ville de naissance pour son retour fut annulé. Tapis rouge et autres, tout ça annulé. Plus rien. Et pendant 2 ans, chaque blanc qui osait se frotter à Jack retournait aussi vite dans les jupons de sa maman. Et les journaux disant constamment « Jeffreys, viens récupérer la ceinture, sauve l'Amérique de ce nègre !» Mais devenu fermier, Jeffreys n'a aucune envie de remonter sur le ring. En plus, il pèse pas loin de 135 kilos. Mais beaucoup de fans lui envoient des lettres en lui disant « L'honneur de la race blanche est en jeu, et toi seul peux la sauver. » Pour l'Amérique, il est le Great White Hope, le grand espoir blanc. Jeffreys accepte et reprend l'entraînement pour affronter Johnson. Il perd 45 kilos, ce qui n'est pas rien, et derrière, on lui a promis 100 000 $. Je pense que c'est surtout la source de son envie de retourner sur le ring. Le seul endroit prêt à accueillir ce combat sera dans le seul état où c'est autorisé, le Nevada, à Reno, la ville du péché. Johnson a renvoyé son manager blanc pour dire qu'il était son propre manager. Il est très à l'aise avant ce combat, ce qui n'est pas du tout le cas de Jeffreys. Avec ce poids qu'il doit porter, où tout le monde attend de lui une seule chose, la victoire. Les journaux de l'époque sont hyper méchants avec Johnson, et ils décrivent néanmoins ce combat comme le combat du siècle. On sait que dans l'histoire il y a eu beaucoup de combats du siècle, mais celui-là, c'est le premier du siècle. Malgré le peu de spectateurs de sa race, Johnson se sent calme et à son aise. En même temps, il adorait se faire insulter. Il était même considéré comme le premier trash talker de l'histoire de la boxe. Alors les insultes comme « je vais combattre dans le seul but de prouver qu'un homme blanc est meilleur qu'un nègre » ou alors du genre « Jeffreys gagnera sûrement »
car l'homme blanc a 30 siècles de tradition derrière lui, ne l'atteint mais pas du tout. C'est ce qu'il montre aux spectateurs en tout cas. Je vous mets dans le contexte de l'époque. Le combat a lieu à Reno dans le Nevada et il fait chaud. C'est 14h30 que le combat doit commencer, le 4 juillet, jour de fête nationale des États-Unis, avec une musique bien raciste pour accueillir les deux combattants. Et il y a 22 000 personnes qui crient « Tuez ce nègre, tuez ce nègre !» Mais comme je vous le dis précédemment, ça n'atteint clairement pas Johnson, il y est habitué et c'est son moteur et c'est ce qui fait que c'est un grand champion. Et le combat commence. Jeffries colle à son adversaire pour trouver une faille, mais Johnson, sûr de sa défense, tient bon pendant quelques rounds. Jeffries se jette d'un style bagarreur, mais sur Johnson, ce n'est pas du tout efficace. Et Johnson touche plusieurs fois son adversaire. Bim, bam, boum. Jeffries fatigue au fur et à mesure des rounds qui passent. 6 ans sans boxe, perdre 45 kilos l'ont sûrement pas aidé. Et à la fin de la 14e reprise, Jeffrey a le nez cassé, du sang partout, sur ses jambes, il a les yeux gonflés à la Rocky Balboa. Et à la 15e reprise, Johnson déchaîne tout. Il fait tomber son adversaire, l'autre se relève, bim, encore à terre. Même des gens autour du ring sont montés pour relever Jeffries. Mais ça n'a servi à rien car il retombe et son camp finit par jeter l'éponge. Johnson a encore frappé et il a battu le soi-disant héros blanc. Il est encore champion de la boxe en lourd. Et vous savez quoi ? Jeffries lui-même reconnaît le talent de Johnson en disant « Même dans ma meilleure forme, je ne l'aurais jamais battu. » Il faut reconnaître une chose à Jeffries, c'est qu'il a connu qu'une seule défaite, et c'est face à Johnson. Johnson, devenu champion des champions et raflant la mise de 60 000 $, vous vous doutez bien que ça passe mal du côté de l'Américain, donc vous comprenez, les ennuis vont arriver. Alors déjà, pour commencer, les Noirs qui fêtaient le combat avaient droit à un lynchage. Et dans le pays, on note 19 Noirs et 5 Blancs tués à cause de ce combat. Déjà à cette époque, le sport était très politisé. Et ça a donné plusieurs émeutes dans le pays. Le 7 juillet à Chicago, des milliers de Noirs accueillent Johnson comme un héros. Il ouvre son propre établissement de boissons. Et lui, il accueille le monde. Blanc, noir, tout le monde. Il se permet même d'appeler son café Champions. En accueillant tout le monde, il enfreint même certains décrets considérés comme racistes aujourd'hui. Alors qu'on lui cherche toujours un challenger parce que oui, il est toujours champion. Et à son tour, il refuse les défis des boxeurs noirs. Car il n'y a pas de profit à se faire dessus, puis les blancs ne veulent pas voir deux noirs combattre pour la ceinture la plus prestigieuse. En revanche, il accepte quelques combats contre des jeunes blancs, mais c'est toujours la même histoire, il les envoie au tapis. Donc, les blancs ne pouvant pas réussir à atteindre Johnson sur le ring, ils vont faire quoi ? Ils vont l'attaquer en dehors du ring. La loi Mann, qui était rentrée en vigueur 2 ans plus tôt, va servir la cause des blancs. Alors qu'est-ce que la loi Mann ? Créée par James Robert Mann, cette loi criminalise le fait de transporter des femmes ou des jeunes filles d'un état à un autre, dans un quelconque but immoral. Cette loi est surtout pour éviter la prostitution, ce qu'on appelle la traite des blanches. Mais elle ne concerne pas les relations privées, consentantes, et pourtant cette loi va causer du tort à notre champion de boxe. En 1912, Jack a une nouvelle compagne, une prostituée de 19 ans qui s'appelle Lucy Cameron. Alors que sa mère accuse Jack d'avoir enlevé sa fille, les policiers ne vont pas se gêner pour s'engouffrer dans cette faille. Il est arrêté en octobre 1912 pour avoir enfreint cette loi. Il est libéré sous caution et Lucille aussi est incarcérée. On lui ferme son café, on lui prend toutes ses licences. Même Booker T. Washington, un noir très réputé de cette époque, se retourne contre Jack. Un homme avec des muscles dépourvus de cerveau est totalement inutile. Voilà ce qu'il a lâché. Tout le monde le laisse tomber, sauf sa femme Lucille, avec qui il se marie le 4 décembre 1912. Mais ça ne plaisait pas à l'époque. D'ailleurs, même un amendement avait été déposé pour éviter le mariage blanc et noir. Mais ça a été rejeté et heureusement. Un nouveau président
est mis en place un sudiste du nom de Thomas Woodrow Wilson. Le mec, il fait une campagne pour aider les Noirs. Dès qu'il est élu, il fait tout le contraire. Jack, lui, est inculpé de 11 chefs d'accusation. Il est condamné à 1 an et 1 jour de prison. Mais lui, il fuit direction le Canada. Son objectif est d'atteindre l'Europe. Parce que là-bas, il avait bien été accueilli. Et il choisit la France. Mais la France a beaucoup de mal à l'accueillir. Tous les grands hôtels lui refusent des chambres. Et voir tout le monde se retourner contre lui, il a dit que son véritable crime, c'était d'avoir gagné contre Jeffreys. Ça, c'est dommage. Il accepte néanmoins des combats pour récupérer un peu d'argent. Sans surprise, il gagne encore. Puis, vient la Grande Guerre et pour Jack, ça devient très compliqué. Alors qu'en parallèle, les Américains ont trouvé leur nouvel espoir blanc, du nom de Willard. Il a 27 ans et il est grand, très grand. Le combat se déroulera à La Havane, à Cuba, devant 25 000 spectateurs. Le combat doit durer 45 rounds de 3 minutes. Johnson a 37 ans et il est très apprécié à Cuba. Le combat commence et Johnson prend le dessus, mais Willard est très résistant. Il tient bon malgré les entailles et autres, et c'est à la 8e reprise que Jack commence à fatiguer. Et au 15e round, c'est Willard qui passe l'attaque, et ça jusqu'au 25e round. À la pause du 25 au 26e round, Johnson dit à ses amis de faire partir sa femme, car il commence à faiblir et à fatiguer. Et à la 26e reprise, un direct de la droite de Willard fait tomber Jack Johnson. Et Jack vient de perdre son titre. Il l'avait gardé pendant 7 ans. Et les journaux se font un malin plaisir à insulter les Noirs encore et toujours. Et il faudra attendre 7 ans pour qu'un autre Noir puisse avoir sa chance pour un titre en boxe. Et 15 ans pour une chance en poids lourd. Mais pour Jack, c'est toujours l'exil. Il part en Angleterre travailler pour un music-hall, mais ça ne marche pas. Et il rentre aux États-Unis et il passe par la case prison pendant 1 an et 1 jour. Il est libéré le 9 juillet 1921 et il a 43 ans. Et Lucille l'a attendu. Il continue de combattre, il gagne encore et il dirige un établissement à Harlem qui est toujours ouvert aujourd'hui. Et en 1927, il publie son autobiographie. En 1938, il incite au vote pour Franklin Roosevelt. En 1946, Jack meurt au volant de sa voiture à l'âge de 46 ans. Il est inhumé à Chicago et des milliers de gens, des blancs, des noirs, viennent pour lui rendre un dernier hommage. Et il est enterré dans le cimetière du Graceland. Quelle histoire ce mec! Et vous voulez une dernière chose? Le 24 mai 2018, le président Donald Trump le gracie à titre posthume, alors que Obama lui-même avait refusé. Si ça, c'est pas un comble. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, perso, j'adore ce mec. Malgré tous les bâtons qu'on lui a mis sur la route, il est devenu une légende de ce sport. Les plus grands se sont inspirés de lui, tels que Mohamed Ali, Mike Tyson. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes préférées. C'était l'épisode 5, Jack Johnson. C'était Michael et je vous dis ciao.